C'est M. Germain Sefa Sewangui. Il est président de la Fédération congolaise des droits de l'homme, président de l'association panafricaine Thomas Sankara. Avec cet acteur émérite des droits de l'homme, nous allons consacrer le débat sur les deux ouvrages qui viennent de publier récemment aux éditions L'Harmattan. Il s'agit notamment de guide de surveillance et d'observation des élections et la démocratie et élections en Afrique. Mais nous aborderons également la concertation politique de Dolisie qui demeure toujours d'actualité. Chers téléspectateurs, avant d'aller dans le tréfonds de notre débat, nous vous proposons de suivre la carte postale pour découvrir qui est M. Germain Sefa Sewangui. De teint sombre, élégant et éloquent, Sefa Germain Sewangui fait partie du collimateur des acteurs émérites des droits de l'homme et de la société civile congolaise qui ont un franc-parler. 50 ans révolus, Sefa Germain Sewangui est détenteur d'un diplôme d'études supérieures en relations publiques. Sa façon de faire et son expérience lui a permis de présider bon nombre d'associations des droits de l'homme. C'est ainsi que depuis plusieurs années, il est à la tête de l'association panafricaine Thomas Sankara et la Fédération congolaise des droits de l'homme. Son bravoure et son activisme dans la défense des droits de l'homme et la promotion de la démocratie a fait de lui 4e vice-président de la CONEL, vice-président de la sous-commission droits et libertés fondamentaux de la Commission nationale des droits de l'homme. Membre du Conseil supérieur de la magistrature, Sefa Germain Sewangui est aussi expert de l'Union africaine et de la CEACE en observation électorale. Il a déjà participé à la supervision de près de 55 élections sur le continent. Face à cette riche expérience, il a été parfois désigné comme chef de mission. Soucieux de sa carrière et pour mettre à profit cette multiple connaissance acquise en matière électorale et processus démocratique au peuple du monde, cet expert de l'Union africaine vient de publier aux éditions L'Harmattan 2 ouvrages à savoir Démocratie et élections en Afrique et Guide de surveillance et d'observation des élections. Sefa Germain Sewangui est officier dans l'ordre du mérite congolais. Président, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Guy Blaise. Oui, est-ce qu'on peut savoir les raisons qui vous ont motivé à publier ces 2 ouvrages à vocation politique? Bon, il faut dire que depuis 2002, j'avais été identifié comme un des experts au niveau de l'Union africaine en ce qui concerne la surveillance et l'observation des processus électoraux. Et depuis lors, j'ai pu observer 54 élections sur le continent africain. Je figure aussi parmi, sinon je peux même le dire, je suis l'unique acteur de la société civile à qui l'Union africaine a plus d'une fois, parce que ça fait 5 fois, que j'ai été désigné directement comme chef de mission. Et à 2 reprises, au-delà d'être chef de mission, j'ai assumé également les fonctions de coordonnateur de tous les observateurs internationaux qui ont été accrédités à l'observation des élections. Ça a été le cas au Kenya une fois et ça a été le cas également au Togo. Bon, fort de toutes ces expériences, il faut dire pourquoi du coup l'idée m'est arrivée. Il faut dire que dernièrement l'Union européenne a pensé recruter un expert africain à son compte pour aller aider et assister la commission électorale du Sénégal au moment que ce pays s'apprêtait à organiser des élections présidentielles. Bon, mon nom avait été proposé. J'ai reçu l'information que j'ai été suggéré par l'Union africaine pour être recruté comme expert et sur la liste, on était 5 candidats. Bon, on a pensé au regard de ma modeste expérience que j'étais le candidat qui remplissait le mieux les critères, mais finalement c'est un Béninois qu'on avait recruté. La seule différence, c'est que le Béninois avait 2 ouvrages à son actif et que moi je n'avais jamais écrit, et uniquement dans le cadre de la notation des mécanismes qui avaient été prévus. Et c'est ça. Voilà, ce qui fait que quand je rencontre les experts qui travaillent avec nous au niveau de l'Union africaine, ils m'ont dit, mais M. Sewangui, comment est-ce que vous pouvez expliquer avec une si riche expérience que vous n'ayez produit
aucun document. Et de là, l'idée m'est arrivée, ça fait 3 ans, de commencer à réfléchir pour mettre un peu ma modeste expérience un peu à la portée de tous et de tous les autres acteurs qui, demain, pourront faire le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et voilà, depuis là, j'ai travaillé, et ce qui aboutit à la publication, coup sur coup, de ces 2 ouvrages. Pendant 3 ans, vous avez réfléchi à écrire les 2 documents? Oui, depuis 3 ans que je suis en train de travailler. Tu sais que écrire les documents, c'est un peu harassant, encore que je ne suis pas comme un professionnel en la matière. Donc, j'essaie d'utiliser mes heures libres, et de plus souvent quand je suis à l'extérieur en mission, de tout le temps vide, au lieu de l'occuper à faire des distractions autres, je le consacre à l'écrit, à regrouper mes idées, etc. Donc, pendant 3 ans que j'ai travaillé, et ce fait qu'il y a 1 année déjà que j'avais publié déjà le premier guide sur l'observation des élections, et pendant 2 ans, j'ai travaillé. Il faut faire, il faut refaire, il faut soumettre à l'analyse également de certaines personnes extérieures et tout, et le temps d'attendre. Donc voilà pourquoi il y a 1 mois que le deuxième ouvrage est paru et que ça a été mis à ma disposition. Okay. Mais juste sur la démocratie, président Houangui, aujourd'hui, certaines personnes pensent que cette démocratie est adaptée par la culture, est adaptée à la culture occidentale. N'est-ce pas, avec tout ce que nous connaissons comme guerre post-électorale. Alors, quel est votre avis sur cette... Non, je suis loin d'accréditer une telle opinion, une telle thèse. Il faut dire que la démocratie n'est pas étrangère ni à la culture, ni à la civilisation africaine. Beaucoup de faits historiques le montrent. Ceux qui ont produit beaucoup de documents sur l'histoire africaine, en l'occurrence... M. Kizerbo, en prenant les exemples, par exemple, du royaume de Fouta Djalan, du royaume Mossi, les exemples qui sont donnés à l'extérieur, que j'ai retracés, d'abord même dans mon ouvrage, montrent bien que la culture de la démocratie, même sur le management, n'est pas trop étrangère. Encore qu'il faut dire, la démocratie, en réalité, c'est quoi? Ce que l'Occident nous apporte, oui, c'est comme une forme de démocratie déjà achevée et codifiée. Sous cette forme, on peut dire oui, ça devient l'Occident, en tenant compte de tous les paramètres, un peu qui, aujourd'hui, ont déjà fini par construire ce mode d'organisation sociale fondé sur les règles de la démocratie. Mais la démocratie aussi, ce sont des valeurs. Les valeurs de tolérance, les valeurs de consensus, les valeurs de dialogue, les valeurs du respect de la personne humaine. Et si vous voyez, quand vous partez même dans nos villages aujourd'hui, vous voyez comment nos chefs du village dirigent les personnes qui vivent ensemble avec elles. Vous trouverez que ce n'est pas des dictateurs. Vous trouverez qu'il y a toujours une case qu'on appelle le mbongi. Quand il y a une situation difficile qui surgit, ou une situation particulière qui surgit dans le village qu'il faut décider, le chef de village ne décide pas simplement parce qu'il est chef de village, mais on appelle tout le monde pour s'asseoir ensemble et pour rechercher la voie qui peut être la plus acceptée par tous. C'est tout ça, les valeurs de la démocratie. Donc dire que la démocratie est étrangère aux civilisations africaines, je ne pense pas. Bon, maintenant ceux qui l'ont dit, en l'occurrence, une fois le Premier ministre français Rocard, une fois également par le président Jacques Chirac. Bon, maintenant, il faut analyser quels sont les éléments qui les ont amenés à faire ces affirmations. Et il faut dire, malheureusement, on ne parlera pas ça en termes de civilisation, mais en termes des comportements des dirigeants et des acteurs politiques africains. Mais pourquoi nous ne mettons pas en exergue ces valeurs-là démocratiques en Afrique? Bon, du point de vue... Les dirigeants africains. Du point de vue des populations, oui, ces valeurs existent. Parce que si on dit que les valeurs de la démocratie sont étrangères à l'Afrique, mais on substitue ça à quoi? C'est à la dictature. Est-ce que les populations africaines, par essence, sont cupides, sont criminelles, sont inhumaines? Ce n'est pas ça les valeurs africaines. Donc les valeurs africaines sont les valeurs qui se rattachent beaucoup plus à la démocratie. Le reste, c'est les problèmes de l'exercice du pouvoir en Afrique. Et comment le dirigeant politique africain perçoit le pouvoir. C'est là où on finit par retrouver les dérapages qui font aujourd'hui qu'au lieu que l'Afrique, un continent largement envié par toutes les grandes puissances du monde entier, que ce soit aujourd'hui les États du Sud-Est asiatique, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit tous les pays occidentaux, tous se font la course vers l'Afrique parce que, évidemment, pour le fonctionnement de leur industrie, pour le fonctionnement de leurs économies, ils ont besoin des richesses et des matières premières qui se retrouvent sur le continent africain. Mais paradoxalement, comment expliquer que dans ce continent qui suscite la convoitise de toutes les grandes puissances du monde entier, et comment dans ce continent, 50, 60, 70 à 80% des populations croupissent sous le seuil de la pauvreté. Parfois dans les pays suffisamment riches, qui font qu'une infime minorité des personnes
cumul de ces richesses que toute leur vie, ils ne seront même pas capables de les utiliser. Mais à côté d'eux, les gens sont en train de mourir parce qu'il manque les médicaments, les gens meurent parce qu'il manque les scanners, les gens meurent parce qu'il manque des plateaux techniques qui soient capables de répondre aux exigences de santé, mais parfois il suffit de rentrer dans les résidences de certaines personnes pour constater qu'une seule personne peut vous aligner 15, 20 pradons, on ne sait pas comment ils en font pour les utiliser. Ça, c'est un problème de comportement des acteurs politiques, et au regard de l'analyse des comportements de ces acteurs politiques, maintenant on peut se demander si la démocratie peut avoir un avenir sur le continent africain, et sur cette base, oui, on peut tolérer ces genres de propos qui sont utilisés par des grands hommes politiques européens auxquels on a fait allusion tout à l'heure. Oui, Président, aujourd'hui, vous l'avez dit, l'Afrique, champ de prédilection de tous les continents, mais dans l'ouvrage Démocratie et élections en Afrique, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 1er, vous ne partagez pas l'avis sur les aides de l'Afrique, ce que l'Afrique sollicite à travers le monde pour bâtir un développement au niveau de ces continents. Alors, que dites-vous de cette question-là? Oui, parce qu'on s'est interrogé sur les aides. Parce qu'à écouter les discours des hommes politiques africains à travers le monde, le mot le plus récurrent qui sort, c'est l'aide, c'est exprimer le besoin de l'aide. Bon, en soi, demander une aide n'est pas une mauvaise chose, en soi. Mais il est question que nous comprenions que ce n'est pas les autres peuples qui peuvent venir faire le bien chez vous. Et une aide, en réalité, ne doit qu'être qu'un appoint, parce que vous avez fait des efforts qu'il faut. L'aide doit être justifiée. Voilà pourquoi le président Thomas Sankara, de son vivant, disait que le Burkina Faso, en demandant l'aide s'il le faut, doit tenir compte de son indépendance et de sa dignité. Parce que ceux qui ont théorisé la matière disent que celui qui reçoit l'aide, en réalité, est en train de montrer aux yeux des autres son incapacité d'en recevoir ce qu'il est en train de demander par ses propres efforts. Or, il faut que chacun vive de ses propres efforts. Même la Bible est illustrative à la manière pour dire que chacun mangera le pain à la sueur de son front. Voilà. Bon, non, si l'Afrique n'est pas capable d'avoir quelque chose qu'on demande de l'aide, oui, mais nous disons que l'Afrique a suffisamment de ressources pour faire son développement. Donc si l'Afrique n'arrive pas à avancer jusqu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est des Africains eux-mêmes de régler leurs problèmes de gouvernance, de régler les problèmes de la gestion des États. Et voilà pourquoi dans l'ouvrage, nous tirons un exemple de M. Honoré Ngbanda, l'ancien conseiller spécial du président Mobutu, qui explique un peu ce qu'il avait vécu quand il fut ambassadeur du Zaïre à l'époque, aujourd'hui c'est la RDC, en Israël. Et il dit quoi dans ces exemples? Il dit qu'une fois il a été invité à assister à une manœuvre militaire. Il arrive au lieu de la manœuvre militaire, à l'arrivée il constate qu'il y avait des mets bien dressés qui étaient là. Il dit, dans ma mentalité du Zaïrois, j'ai réalisé que ça, c'est pour nous les responsables que nous devons prendre quelque chose à la fin de la cérémonie. Mais fort avait été son étonnement de constater que les combattants commençaient à aller se servir, où est-ce que lui, il s'attendait à ce que les chefs se servent. Et il dit dans sa mentalité d'Africain, sinon il dit, lui-même il a parlé de Zaïrois, il s'est dit, si les combattants se servent là, nous ne pouvons pas nous servir là, ça veut dire que nous irons nous servir certainement dans un grand hôtel quelque part dans la ville. Les combattants se sont servis, après c'est des sergents, après c'est des officiers subalternes, après c'est des officiers supérieurs. C'est quand tout le monde a fini de se servir que voilà le protocole s'avance vis-à-vis d'eux pour leur dire, bon, maintenant, on vous invite d'aller également vous servir. Il lui souligne dans son récit que Ariel Sharon, Premier ministre à l'époque, a même constaté son hésitation, il l'a tenu par la main et lui a rappelé. Et ce qui est essentiel à retenir pour tous ceux qui ont la charge de conduire les destinées des affaires au niveau de l'Afrique, pour dire que ceux qui vont au front ont déjà fini de se servir, maintenant ça devient notre tour. En d'autres termes, il lui a rappelé ce qui existe dans la culture juive, qui est pourtant aussi valable pour nous. Ça veut dire que le chef est comme une fondation sur laquelle se repose le poids de l'édifice. Mais le chef ne doit pas être la toiture qui pèse sur l'immeuble. Donc ce qui fait que le travail du chef, c'est d'abord de servir. Et ce qui fait que même le qualificatif du ministre, du point de vue de son étymologie latine, veut dire serviteur. Donc quand on est ministre, on est commis par l'État pour travailler et servir l'intérêt général. Or, nous avons parfois inversé les choses. Le chef, c'est le prestige. Le chef, c'est que tout le monde doit se soumettre à vous.
Le chef, c'est celui quand il doit rentrer dans l'ascenseur. Il faut que tout le monde se mette de côté. Le chef, ça devient celui quand il passe sous l'avenue, il ne doit pas respecter les feux de route, etc. au fur et à mesure. Et cette mentalité, aujourd'hui, dans sa mise en exergue, a connu tous les débordements qui fassent que le chef devient aussi celui qui accumule toutes les richesses, tous les biens qui appartiennent à tout le monde. Ils en font leur propre bien personnel et laisser la population dans le désarroi. Or, même si nous rentrons du point de vue de nos propres partis politiques qui fonctionnent. Par exemple, le parti qui a près de 25 ans de vie dans notre pays, le Parti congolais du travail, souvenons-nous simplement de sa devise. C'est tout pour le peuple, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais malheureusement, dans la pratique, on a souvent fait le contraire. Voilà pourquoi nous disions que l'Afrique a besoin réellement d'aide pour son épanouissement. Mais quelle est l'aide que l'Afrique a besoin? C'est l'aide à la démocratie. Parce que, et quand je dis démocratie, démocratie n'est pas à confondre avec le simple multipartisme. La démocratie. Par là, vous voulez dire quoi? Je veux dire que les experts en la matière dissocient deux phases. On parle de la démocratie procédurale et on parle de la démocratie substantive. La démocratie procédurale, c'est celle qui est fondée sur l'édiction des règles et des normes. Et sur ce point, on peut dire que le continent africain a connu déjà une avancée remarquable parce qu'aujourd'hui, notre continent est doté des constitutions qui réaffirment l'état de droit et son indivisibilité, qui réaffirment le caractère républicain de nos républiques, la séparation de pouvoir, etc. Ça, c'est la démocratie procédurale. L'organisation périodique des élections font partie également de la démocratie procédurale. Maintenant, la démocratie substantive, ça devient mettre réellement en œuvre tout ce que définissent ou tout ce qui est décrit dans les normes. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement la forme, la démocratie se mesure également dans le fond. Dans le fond. Or, dans le fond, la démocratie dit c'est quoi? Je prends un exemple du point de vue de nos propres lois. Il est interdit dans la Constitution d'aliéner les biens publics. Voilà. Donc, à tout moment qu'on constaterait qu'une personne a aliéné le bien public, il doit être frappé par la loi. Ça, c'est dit, par exemple. Et la Constitution interdit toute forme de détournement des biens. Vous assumez par exemple les fonctions publiques. Si pendant que vous êtes en train d'assumer les fonctions, que l'État est en train même de vendre, de liquider un certain nombre de biens, vous ne pouvez pas être en un acquéreur au regard des fonctions que vous êtes en train d'assumer. Ça, c'est dit dans la loi. Mais si on remarque chez nous, même en ville, certainement, l'État n'a plus de propriété, pratiquement parce que toutes les maisons que les gens ont occupées autant que ministres, après, ce sont devenues des maisons privées. Mais s'ils ne subissent pas l'effet de la loi, est-ce qu'en ce moment, on peut dire que la démocratie est en train de fonctionner? Parce que le fonctionnement de la démocratie met en exergue la stricte limitation de pouvoir, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et le pouvoir législatif. Donc, il faut qu'il y ait un pouvoir judiciaire totalement indépendant qui fasse son travail. Il y a quelques jours, nous avons quand même suivi en France que la directrice générale du Fonds monétaire international, Lagarde qui devait répondre à une convocation de la justice, même le président François Hollande était très peiné de constater que du point de vue de l'auréole de la France à l'international, du point de vue de sa position dans les institutions internationales, elle avait peur que cette dame soit démise de ses fonctions de directeur général du Fonds monétaire international, qui est une fonction prestigieuse pour la France, une fois si elle avait été mise en examen, mais il n'avait pas la possibilité, lui, le président, d'arrêter la procédure judiciaire parce qu'il y a la stricte séparation des pouvoirs qui doit être respectée. La démocratie, c'est aussi la liberté de la presse. La presse doit s'exercer en toute liberté. Les journalistes doivent tout suivre, doivent constater toutes les énormités, tous les dysfonctionnements et doivent les mettre au grand jour. Et quand c'est mis au grand jour, la justice également doit se saisir. Donc, les partis politiques doivent fonctionner librement. Quand on dit fonctionnement des partis politiques, on n'assisterait pas, par exemple, dans un système, je ne dis pas pour nous, parce qu'encore mon ouvrage est en train de tester la situation pour toute l'Afrique, où on constate que, par exemple, les médias, à 90 ou à 95%, ne sont occupés que par un parti qui est au pouvoir et d'autres partis qui sont des dissidents, qui émettent des points de vue contradictoires. Apparemment, ceux-là sont marginalisés. Quand l'environnement est celui-là, on ne peut pas parler que la démocratie est en train d'exister. En votre qualité d'expert en observateur électoral auprès de la CEAC, quelle leçon tirez-vous de près de 50 missions réalisées de l'observation dans près de 30 pays en Afrique? Bon, on peut compter 54 élections auxquelles on a observé. Ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que l'Afrique s'est déjà engagée de manière irréversible sur la voie de la démocratie pluraliste, ce qui en soi est déjà une très bonne chose.
Il y a eu une décision en 2002 adoptée à Durban, en 2000 à Durban, lors de la conférence des chefs d'État du continent africain, où l'option a été prise que désormais, sur le continent africain, la légitimité des gouvernants devait découler du consentement des gouvernés. Et le consentement des gouvernés ne peut que se mesurer à travers l'organisation des élections qui se voulant libres, régulières, transparentes et équitables. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau de l'Union africaine, toute prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles est systématiquement condamnée. Et si cela, par malheur, arrive dans un pays, et ce pays est pratiquement mis sous le banc de la communauté internationale. Donc, tout cet engagement, l'Afrique s'est déjà engagée et est en train de faire des progrès. Mais le constat qu'on peut faire avec près de 285 élections organisées de 1999-2000 en 2013, on essaie de voir pratiquement 3 cas de figure. On a des pays où vraiment la démocratie commence à rentrer dans une phase de consolidation. Oui. Voilà, on peut aujourd'hui tirer avec aisance l'exemple du Ghana. On peut tirer avec aisance l'exemple de l'île Maurice, où j'ai eu à 2 reprises l'occasion d'aller participer à la supervision des élections. Et ce qui fait que même quand le président Barack Obama a effectué sa première visite sur le continent africain, avait choisi le Ghana, une manière de dire aux autres pays, il faut suivre l'exemple de ce pays. Ghana. Oui, parce que tous les Africains ont besoin de la démocratie, la vraie démocratie, et ce n'est pas la démocratie que le pays va sortir de sa situation d'autodestruction que nous sommes en train de connaître au jour le jour. Au-delà de ces pays où la démocratie est très avancée, on a d'autres qui sont en train de franchir une phase qui va passer de l'instauration pratiquement à la phase de la consolidation. Donc la démocratie est en train de prendre corps du point de vue de la forme institutionnelle. Nous sommes encore dans ce lot. On pourra bien mettre le Bénin, on pourra bien mettre le Sénégal, on pourra bien mettre le Mali, malheureusement avec la situation qui venait de se dérouler. On peut bien mettre le Congo, notre pays, on peut bien mettre le Gabon, on peut mettre bien le Cameroun. Mais à l'intérieur, il y a encore des dysfonctionnements qui subsistent dans le cadre du fonctionnement des institutions, dans le cadre de l'assainissement de l'environnement politique, dans le cadre de l'institution des partis politiques performants. Vous savez que ce sont des partis politiques qui sont les moteurs de la vie démocratique. Or, si on essaie de voir dans nos pays où pilulent des centaines de partis politiques, et vous cherchez à savoir comment fonctionnent ces partis politiques, quelles sont les lignes idéologiques de tel ou tel parti, vous trouverez que suffisamment il y a à boire et à manger. Oui, et après, oui, on a des pays qui en réalité se battent d'abord que pour accéder. Et donc voilà, là on peut trouver les 3 catégories de la situation des pays aujourd'hui. Oui, donc vous avez fait en un mot la ronde pratiquement de toute l'Afrique en ce qui concerne la mission des observations. Mais il est souvent reproché à vous, observateurs internationaux, du manque de franchisme. Raison pour laquelle certains partis de l'opposition en Afrique tirent à boulet rouge, sinon critiquent sévèrement vos communiqués, vos rapports. Et cela ne cache pas une certaine complicité avec les régimes en place en Afrique. Bon, en tout cas, là, vous posez une question hyper pertinente. Cette question est restée au cœur de nos débats internes. Et nous avons parfois produit des documents auxquels nous avons transmis auprès des institutions qui nous accréditent régulièrement. On peut parler de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Et il y a pas longtemps, j'ai personnellement pris part à Niamey, à une réunion qui a regroupé des experts électoraux du continent africain pour débattre de la question. Et cette question, elle est récurrente et nous l'avons débattue de la manière la plus froide. Et on a pensé qu'il faut rechercher des solutions. La solution, c'est laquelle? Ce que nous observons et quand nous rendons public nos communiqués, il s'agit de l'observation d'un scrutin. Or, le scrutin est un maillon d'un processus électoral. Donc le processus est toute une chaîne qui commence par l'édiction des règles, des normes, du code électoral, qui passe par l'identification des électeurs, qui passe par le rythme du fonctionnement des partis politiques, avec quel genre de liberté les uns et les autres sont en train de travailler avant qu'on aboutisse aux élections. Or, généralement, par manque de moyens financiers, des institutions que j'ai fait allusion, nous
transmettre des invitations pour aller observer les élections pour lesquelles parfois vous arrivez la veille, vous arrivez 3 jours avant. Vous savez que quand on parle de la fraude, ça se fait parfois de la finesse. Exactement. Donc parfois vous avez affaire à des processus électoraux qui sont bien viciés. Et le jour que vous arrivez, je prends le cas, dernièrement nous avons été en Algérie. C'était la plus grande mission de l'Union africaine qui a accrédité 200 observateurs. Mais quand vous êtes 200 observateurs pour 18 000 bureaux de vote, vous n'observez que dans 200 bureaux de vote. Donc même ceux qui fraudent, ils peuvent savoir qu'au nombre où vous êtes, il y a des lieux que vous n'allez pas partir, ce qui fait qu'il y a des informations que nous ne disposons pas. Mais dont disposent les partis locaux, donc les partis d'opposition. Dire que nous sommes complices, non, mais nous disons que notre manière d'observer ne nous permet toujours pas d'être au parfait des choses. Et il faut désormais que, quand on voit des missions, au moins 1 mois, 2 mois à l'avance, et c'est ce que régulièrement fait l'Union européenne. Voilà pourquoi l'Union européenne a parfois des données un peu beaucoup plus fiables que l'Union africaine ou la CSE à cause de ces observations. Oui, président, abordant le volet de la concertation politique de l'Ulysse, certains partis de l'opposition condamnent les participants de ces assises. Ils disent qu'ils sont corrompus par l'État. Mais vous avez pris part à ces assises en qualité d'acteur de la société civile. Partagez-vous cet avis? Bon, vous savez, comme on dit, hein, les opinions sont libres et les faits sont sacrés. Oui. Et nous sommes dans une démocratie. Les uns des autres ont la liberté d'exprimer leur point de vue. Et même si on n'est pas d'accord avec ça, il faut reconnaître leur droit de dire ce qu'ils pensent. Et j'ai en mémoire ce qu'écrivit le président François Mitterrand dans ses mémoires, à savoir, entre autres, que les faux procès sont révélateurs des véritables intentions de leurs auteurs. Si ceux qui portent ces jugements, supposons que c'est eux qui étaient au pouvoir et organisaient une concertation, pensaient que nécessairement qu'on organise une telle concertation, nous devons corrompre les gens pour les manipuler, et n'étant pas au pouvoir, ne peuvent que s'imaginer que ceux qui sont là doivent faire de cette manière-là. Donc, mais je pense que là, ils vont un peu trop loin, et puis ça manque un peu de courtoisie pour tout cet aéroport des personnalités qui ont fait des déplacements de Dolisie. Mais ce qu'on retient de Dolisie, c'est quoi? Il faut retenir une chose, c'est que la démocratie n'est pas une machine qui fonctionne toute seule, une fois qu'elle a été mise en marche à travers les mécanismes et des procédés appropriés. La démocratie, c'est un ensemble de mécanismes, entre autres, qui permettent aux parties prenantes d'un pays de rechercher des solutions sur des problèmes qui s'imposent à eux, soit par le dialogue, soit par le consensus, soit par tous d'autres procédés dont les uns et les autres reconnaissent et admettent être légitimes. Nous sommes dans une phase de transition démocratique. À chaque élection s'opposent beaucoup de problèmes, de contestation et de méfiance. Bon, maintenant, si ceux qui ont la charge de la gestion de l'État, soucieux de la consolidation de la démocratie, pensent que nous sommes en train d'aller vers un nouveau processus, une chaîne des élections, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Comme il y a des gens qui contestent, créant des conditions de discussion pour voir quelles sont les solutions que nous pouvons trouver, et en disant aux uns aux autres, venant que nous allions discuter. C'est ça l'expérience qui s'est passée à Dolisie. Il faut dire aussi qu'à Dolisie, les acquis sont très énormes de ce qu'on a pu obtenir à Dolisie, même ceux qui ne sont pas partis. Parce que c'est des opposants. Vous-même, les journalistes, vous les qualifiez d'opposition radicale. Ils sont radicaux, donc quand ils prennent des positions, ils tirent la corde tellement forte. Et une question importante, si on fait allusion à ces opposants-là, il y a d'autres qui également ont refusé d'aller, notamment dans la majorité, qui pensaient que c'était une affaire du sou ou bien la poursuite des veaux. Mais il y a eu des recommandations à l'issue de ces assises. Alors, notamment dans ces recommandations, il y a eu celle du recensement administratif spécial, dont les gens pensaient que c'était des recommandations qui ne devaient pas être appliquées, mais nous voyons l'application déjà avec la publication du décret portant nomination de la coordination nationale, dont vous faites partie. Oui, que pouvez-vous dire de cette démarche enclenchée déjà par le président de la République? Non, je dis une chose. Il faut dire que les analystes sur la vie démocratique dans les États nous enseignent que nous présentent les dangers de toute démocratie. Et en disant que s'il y a certains groupes qui perçoivent la démocratie comme un simple forum où ils viennent exprimer leurs préoccupations et exiger dans l'absolu obtenir satisfaction, la société court le risque de s'imploser de l'intérieur. Et autant
si les gouvernants, dans une démocratie, s'obstinent à refuser d'écouter les voix des dissidents, en imposant quoi qu'il en soit que ce qu'ils veulent, en ce moment également la société court le risque d'être écrasée par le haut. Ce qui fait qu'entre les deux dangers, l'alternative, c'est de trouver des voies de conciliation. Et ce qui fait que Dolisie a été une voie de conciliation qui a permis aux uns et aux autres d'exposer ce qu'ils pensent. Et on a obtenu une série de recommandations. Même si on n'a plus des recommandations, même si on parle du recensement administratif spécial, en échange de ce qu'on faisait comme les opérations de révision extraordinaire des listes électorales qui ont connu leur faiblesse, il faut simplement dire qu'en toute chose, il n'y a pas de solution qui en soi peuvent donner de la perfection. Après, c'est un problème. Donc, il faut qu'il y ait la volonté de tous ceux qui vont faire ce travail-là. Il faut également une bonne conscientisation de la population. Il faut également que, et ceux qui étaient à Dolisie, et ceux qui n'étaient pas à Dolisie, mais qui ont également leur part de responsabilité à jouer dans le cadre de la consolidation de la démocratie au Congo, il faut que les uns des autres mettent toute la bonne volonté pour que nous fassions un travail qui va aboutir vers un réel compromis et de telle sorte que nous arrivions comme les autres pays où quand on va aux élections, ceux qui gagnent reconnaissent qu'ils ont gagné parce qu'ils l'ont mérité et ceux qui ont perdu juste à la fin de l'élection remercient ceux qui ont gagné l'élection. Pour terminer, cette opposition dite radicale revendique les états généraux de la nation au lieu du dialogue. Alors, vous êtes acteur émérite de la société civile. Est-ce que eux, dans leur démarche-là, peuvent avoir le soutien de la société civile? Non, la société civile ne doit s'aligner ni derrière l'opposition, ni derrière le pouvoir. Mais la société civile ne doit pas jouer à la neutralité pour la neutralité. La société civile défend des valeurs de démocratie. Et ce que la démocratie nous enseigne, les politologues nous enseignent qu'une démocratie est un système politique qui fonctionne à l'inclusion et à l'exclusion. Il faut aussi qu'on le comprenne. À l'inclusion, qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment qu'on engage les processus électoraux, tous ceux qui doivent s'engager en bénéficiant des mêmes règles, des mêmes lois, des mêmes mécanismes qui doivent s'imposer à tous. C'est à l'inclusion que nous engageons les processus. Ça, c'est à l'inclusion. Maintenant, quand les processus se terminent, les résultats des élections sont connus, validés par les institutions habilitées. En ce moment-là, la démocratie commence à fonctionner à l'exclusion. Parce qu'il y a une majorité qui se dégage, c'est à cette majorité désormais de diriger. Tout ce qu'on rappelle à cette majorité, c'est de ne pas écraser les minorités et de reconnaître que même ceux qui ne sont pas majoritaires ont également des points de vue légitimes qui, à tout moment, ils peuvent les exprimer. Mais on ne peut pas être dans un système démocratique, on dit les autres sont majoritaires parce qu'ils sont majoritaires et à l'Assemblée et au Sénat. Nous, on est très minoritaires et c'est nous qui prenons les décisions qui doivent s'appliquer au pays. Bon, moi, je n'ai pas connu une démocratie qui fonctionne de cette manière-là. Mais ce qu'on peut retenir de mon point de vue, parce que ceux qui font ces revendications également, ce sont des hauts cadres qui méritent toute notre considération et tout notre respect. Et ce sont des acteurs politiques qui ont des points de vue à émettre. Et pour être un réel opposant, il faut avoir quelque chose à s'opposer. Sinon, également, vous vous ralliez au pouvoir. Donc, ils sont opposants, ils font le jeu politique qu'ils sont en train de faire. Mais le plus important, c'est que le tout concourt à la consolidation de la paix, à la démocratie et à la bonne marche de la démocratie dans notre pays, qui est le souhait de tout le monde, le souhait de tous les Congolais. Oui, chers téléspectateurs, le temps nous est imparti. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission.